Bonjour à toutes, bonjour à tous. Moi, c'est Dimitri de BookWidgets. Aujourd'hui, je vous présente comment créer des exercices numériques avec BookWidgets dans Google Classroom. Et j'ai également le plaisir de vous présenter quelques nouveautés parce que mes collègues ont bien travaillé pendant les vacances d'été. Et donc, j'ai le plaisir de vous présenter quelques nouveautés à la rentrée. Tout d'abord, qu'est-ce que BookWidgets? Je présente toujours ce slide avec la définition, disons, c'est un outil de création d'exercices numériques, mais pas que. Il permet ou il couvre tout le processus d'apprentissage. Vous voyez nos quatre piliers avec d'abord une bibliothèque d'activités. BookWidgets propose plus de 40 modèles d'exercices avec des quiz, des lignes de temps, des mots croisés et ainsi de suite. Je vais tout à l'heure vous montrer des exemples. Il y a des intégrations dans différentes plateformes numériques. Aujourd'hui, je vous montre l'intégration dans Google Classroom. Et puis donc pas que la création d'exercices et surtout aussi cette partie suivi et correction feedback. Ce sont les points forts de BookWidgets. Donc le suivi de la progression, c'est notre fonction live qui permet de suivre en direct la progression des élèves. Et le tableau de bord, c'est là qu'on va retrouver les réponses des élèves. La plupart des questions sont corrigées automatiquement. Et sinon, on peut facilement corriger manuellement certaines choses et surtout ajouter du feedback et renvoyer le tout à l'élève. Et ce renvoi se fait également dans Google Classroom. Donc c'est vraiment une intégration entière. Et l'IA, dans tout ça, ben, actuellement, on travaille sur une intégration IA qui est déjà disponible si vous le souhaitez. Donc vous ne l'aurez pas encore par défaut. Ça sera pour bientôt, je n'ai pas encore de date exacte, mais si vous souhaitez déjà le tester aujourd'hui, il suffit de nous envoyer un email et on pourra l'activer pour vous. Et cette intégration IA permet actuellement de faire deux choses. D'abord, l'IA va fonctionner comme un assistant dans la création d'exercices. Donc l'IA pourra vous aider à générer des questions, par exemple. Et puis, deuxième partie, ça c'est plus récent dans notre histoire, disons, de développement de cette IA, c'est euh, l'intégration de l'IA dans la partie correction pour la correction des questions ouvertes. Tout ceci est parfois un peu sensible, donc on le fait sans sauter les étapes. On a des écoles, les enseignants qui le testent. On ne veut pas aller trop vite et on ne veut pas le lancer avant d'avoir les retours. Je vois dans le chat qu'il y a un intérêt pour l'IA. Je vous partagerai tout à l'heure notre adresse mail à laquelle vous pouvez vous adresser pour qu'on l'active pour votre compte. Voilà l'introduction. Le programme du webinaire, ce sera en gros ce que vous voyez ici, hein. Je vais d'abord vous présenter des exemples, puis montrer l'intégration dans Google Classroom. Je vais créer un exercice, le partager avec les élèves. Je vais vous montrer la progression, comment suivre la progression avec la fonction live et aussi comment corriger dans le tableau de bord les réponses des élèves. Alors, je passe tout de suite aux exemples qui sont sur notre site web. Si vous allez sur notre site web, mettez-le bien en français pour avoir les exemples en français également. Et ici, la deuxième partie du site vous montre les exemples qui fonctionnent. Tous les types de BookWidgets fonctionnent sur tous les types d'appareils, smartphone, tablette, ordinateur, peu importe. Donc voilà, en cliquant ici ou sur le bouton orange, vous retrouverez les exemples que je vais vous présenter. Si ça va un peu vite aujourd'hui pendant son webinaire, sachez que sur cette page-là, je vais déjà mettre le lien dans le chat et on vous l'enverra par mail aussi. Euh, sur ce site, vous pouvez regarder tranquillement les mêmes exemples par après. Alors, je commence toujours par le quiz. Le quiz, c'est une question par page et il y a plusieurs types de questions, même beaucoup de types de questions, des QCM, des questions avec des images, des questions ouvertes. Ici, les élèves doivent mettre les images dans le bon ordre. Ensuite, il y a un texte à trous. On peut créer des menus déroulants ou pas, selon vos goûts ou vos besoins.
D'autres types de questions comme la question vrai ou faux que vous voyez ici. Ça, c'est le quiz. Dans la feuille de travail, on va retrouver les mêmes types de questions, mais toutes les questions se trouvent les unes sous les autres. Donc ici, on a intégré une vidéo, et puis j'ai des questions QCM, des questions ouvertes. Ensuite, on retrouve pour un cours de langue ce type d'exercice où les élèves doivent chercher par exemple les adjectifs et les indiquer dans les phrases, et ainsi de suite. Est-ce que je vous ai déjà dit que BookWidget fonctionne vraiment pour toutes les matières? Ben, j'ai la preuve ici parce que dans cet exemple, j'ai également des questions pour les cours de sciences et les cours de maths. Donc ici en chimie et un peu plus bas, on va retrouver par exemple le type de question équation. Dans ce type de questions, les élèves pourront répondre avec des caractères mathématiques, avec les lettres grecques et ainsi de suite, hein. Donc ici, ce que vous voyez, ce n'est qu'une sélection des caractères disponibles. Il y en a beaucoup plus qui sont disponibles. C'est un paramétrage qui permet d'afficher certains caractères seulement. Mais c'est donc le type de question équation qui permet ce genre d'activité. Mon type d'exercice préféré, c'est la feuille de travail fractionnée parce que quand j'étais encore prof, j'aimais bien travailler avec les ressources, les fameux documents authentiques en cours de langue. Et ici, bah, on peut très facilement intégrer une ressource. J'ai à gauche un document texte et à droite des questions. Voilà. Ici, j'ai une première nouveauté pour ceux qui connaissent déjà BookWidgets depuis quelques mois. Il est possible de surligner, d'activer un paramètre qui permet aux élèves de surligner dans le texte certaines choses, hein. À vous de proposer une activité, mais en tout cas, cette fonctionnalité permet aux élèves de surligner, par exemple, en bleu, les réactions ou opinions des adultes. Alors ici, si je me souviens bien, là, j'ai une réaction des grandes personnes, hein, parce on est en train de lire Le Petit Prince. Donc ici, voilà, je vais indiquer en bleu ce passage-là. Donc ça, c'est une nouvelle fonctionnalité. On peut intégrer des documents texte, ça peut même être en PDF, on peut intégrer des vidéos, on peut intégrer des ressources interactives comme ici, c'est l'intégration de fait, un outil de simulation interactive. Ils ont des simulations pour les différentes sciences, donc physique, biologie, euh, chimie, même en maths. Donc, c'est très facile de l'intégrer et puis de proposer des activités, des consignes spécifiques aux élèves et de leur demander de compléter les résultats de leur expérience, de noter les données ici par exemple dans un tableau. Voilà, c'est très facile et très pratique. Donc vraiment plein de possibilités. Sinon, si vous avez une vidéo, il est possible de travailler avec le quiz vidéo. Donc, ici, j'ai une vidéo YouTube d'une chaîne que vous connaissez peut-être, un jour une question. Les élèves regardent la vidéo. La vidéo va se mettre en pause automatiquement au moment choisi par l'enseignant. Et puis, il y a une ou plusieurs questions. L'élève va répondre aux questions et puis regarder la suite. Selon les paramètres que vous configurez, l'élève va pouvoir sauter des parties de la vidéo et revenir en arrière ou pas. À vous de voir. Voilà un peu des exemples. Je vous ai dit que mon préféré, c'était la feuille de travail fractionnée parce qu'on peut y intégrer une ressource externe. Une des grandes nouveautés de cet été, c'est que ces ressources externes sont désormais disponibles dans tous les types de widgets. Donc si je prends par exemple la ligne de temps, avant c'était une simple ligne de temps, désormais il est possible là aussi d'intégrer par exemple une vidéo sur la Révolution française. On va demander aux élèves de regarder la vidéo et de faire en quelque sorte un résumé dans cette ligne de temps, d'ajouter les moments clés dans la ligne de temps. Autre exemple, le puzzle, avant c'était un simple puzzle, aujourd'hui on peut intégrer une ressource externe, par exemple une page Wikipédia ici sur la Joconde. Les élèves lisent le texte et vont faire le puzzle où ils vont découvrir certains détails, par exemple, sur ce tableau. Donc voilà quelques exemples. J'ai un dernier exemple qui est très sympa, c'est
la carte mentale, parce qu'ici, on va demander aux élèves de lire un texte, de souligner les principaux éléments du texte, de surligner les principaux éléments du texte avec cette fonction euh, surlignage, voilà, et puis de faire un schéma, une carte mentale sur base du texte. Donc ils apprennent à résumer un texte. Voilà déjà une grande nouveauté. Et sinon, il y a encore d'autres nouveautés. Je ne vais pas aller trop loin, mais quand même certaines choses qui sont très intéressantes. Et si vous êtes nouveau, vous venez de découvrir beaucoup de Widgets, c'est déjà beaucoup d'infos à la fois. Ce n'est pas grave si vous oubliez certaines choses, sachez juste que ça existe et que vous retrouverez les exemples ici. Deux choses que je voulais encore vous montrer. Il est désormais possible de travailler avec des questions aléatoires. Je vais prendre l'exemple ici. Donc là, j'ai préparé euh, un exercice avec beaucoup de questions, mais les élèves, à chaque fois qu'ils recommencent, et chaque élève qui recommence va avoir d'autres questions sur le même thème. Donc j'ai préparé, je pense, une cinquantaine de questions, mais ils ont à chaque fois d'autres questions sélectionnées aléatoirement, parce qu'il y en a six ici et six encore à la deuxième page qui sont également sélectionnées aléatoirement. Et justement, ça c'est une autre nouveauté, la possibilité de travailler avec des pages de questions. Avant, on avait le quiz, une question par page, ou la feuille de travail où toutes les questions se trouvent les unes sous les autres. Aujourd'hui, on a la possibilité de faire un entre-deux avec plusieurs pages qui, à chaque fois, contiennent une ou plusieurs questions. Voilà. Et dernière nouveauté, c'est la possibilité de travailler avec plusieurs ressources, non pas une seule ressource, mais d'avoir plusieurs ressources et même de lier les ressources aux différentes pages. Donc ici, j'ai un quiz sur les planètes, une première page avec une vidéo, une deuxième page avec une ressource, une page Wikipédia, et une troisième page avec encore d'autres questions et une autre ressource. Voilà. Si vous souhaitez en savoir plus sur toutes ces nouveautés, je vous les présente en détail dans notre webinaire qui est programmé mi-septembre. Le 16 septembre, on a le webinaire où on présente en détail toutes ces nouveautés. Je vais m'arrêter là, sinon je vais continuer et j'ai plus rien à présenter le 16 septembre. Et donc je vais passer à cette intégration dans Google Classroom et je suis déjà connecté à Classroom ici avec un compte prof. Je vais aller dans ma classe qui s'appelle Formation Book Widgets. C'est une classe fictive, mais voilà, vous connaissez le principe, hein. Là, j'ai une classe. J'ai l'onglet Travaux et devoirs. Et quand je clique sur Créer, je retrouve Book Widgets dans la liste des éléments que je peux créer. Si chez vous, Book Widgets n'apparaît pas, c'est normal parce qu'il faut installer une extension Chrome pour que Book Widgets apparaisse ici. L'extension Chrome, vous la trouverez tout simplement en mettant BookWidgets Chrome extension dans Google. Et normalement, c'est la toute première page qui apparaît et vous pourrez l'installer. Chez moi, c'est déjà fait. Donc, sinon, vous avez ici le bouton pour l'installer. Et il va apparaître normalement ici dans votre navigateur à la hauteur de la barre d'adresse. Vous aurez le logo BookWidgets. Parfois, il se trouve derrière la pièce de puzzle. Vous pouvez l'épingler. Dans certains cas, si vous avez un Chromebook géré par l'école, il va falloir demander l'autorisation à l'admin de l'école. Voilà, donc si ça ne fonctionne pas, c'est probablement parce qu'il faut encore l'autorisation, en tout cas si vous travaillez sur un appareil géré par l'école. Bon, une fois que c'est fait, vous aurez donc BookWidgets ici dans votre menu. Et j'ai déjà un compte BookWidgets. Vous allez voir que je tombe directement sur mon compte BookWidgets. Si vous faites ceci pour la toute première fois, vous n'avez pas encore de compte, vous aurez un assistant. Vous n'avez pas encore de compte lié à votre
environnement Google Classroom. Vous faites ceci la toute première fois et vous tomberez sur un assistant qui vous demande est-ce que vous avez déjà créé beaucoup de widgets auparavant? Soit vous cliquez sur non et vous suivez les instructions pour créer un nouveau compte, soit vous cliquez sur oui parce que peut-être que par le passé vous avez déjà travaillé avec beaucoup de widgets et vous pouvez alors lier votre compte existant à Google Classroom en suivant les étapes. Voilà. Pour moi, c'est déjà fait. Donc, je tombe sur ma page d'accueil. J'ai mon compte BookWidgets intégré dans Google Classroom. Vous voyez que j'ai quelques exercices créés auparavant que je peux partager directement avec les élèves. Aujourd'hui, bien sûr, je vous montre aussi comment créer un nouvel exercice dans BookWidgets. On l'appelle un widget. Donc, on va créer un nouveau widget. Et ici, j'ai la liste des plus de 40 modèles qui sont proposés avec le quiz, la feuille de travail fractionnée, le quiz vidéo. Vous avez vu les exemples de ces types de widgets. Il y a également des cartes flash, la ligne de temps, le puzzle, les mots croisés et d'autres jeux. Et par exemple, l'image à zone réactive, c'est très chouette aussi. C'est une image qu'on peut rendre interactive. Les élèves vont cliquer sur certains points ou certaines zones et ils vont avoir ensuite soit une vidéo, soit une autre ressource ou même un exercice. Il y a des types d'exercices spécifiques pour les cours de maths, mais on va aussi retrouver des questions mathématiques dans notre feuille de travail ou le quiz, etc. Je vais faire aujourd'hui une feuille de travail, juste encore un petit mot sur les deux petites icônes que vous voyez ici. Le premier, la petite coche, ça veut dire que pour ce type de widget, les élèves peuvent vous envoyer leurs réponses et donc vous aurez la possibilité de les corriger et de renvoyer du feedback. Et puis la caméra indique que la fonction live est disponible pour ce type de widget. Je vous montre aussi tout à l'heure le fonctionnement de cette fonction live. Alors la feuille de travail, et puis on tombe sur l'éditeur. Et je dis toujours que dans cet éditeur, il faut travailler du haut vers le bas. Comme ça, vous ne sautez jamais d'étape. S'il y a une chose à retenir de ce webinaire, c'est ça. Donc, je vais commencer par le titre. Et le titre, c'est les planètes. Et puis, on va travailler du haut vers le bas. Donc, le premier onglet, c'est à propos. C'est un bloc-notes personnel. Tout ce que vous notez ici n'est pas visible pour les élèves. Donc, je vais rien noter aujourd'hui, mais on pourra l'utiliser pour, par exemple, des références au programme. Ensuite, on passe aux questions. Et je vais tout de suite ajouter une nouvelle question. Et là, j'ai plus de 35 types de questions avec des QCM, des questions ouvertes, des textes à trous, des questions matrices, des éléments à mettre dans le bon ordre, et ainsi de suite. Les types de questions pour les cours de maths et de sciences se trouvent ici en bas. Je vais commencer par un simple QCM. Et ma première question, c'est quelle est la planète qu'on nomme la planète rouge? Et les réponses possibles, c'est la Terre, c'est Mars, et je coche bien sûr la bonne réponse. C'est Saturne, c'est Mercure. Voilà quelques réponses possibles avec au moins une bonne réponse. Et puis, deuxième chose à retenir de ce webinaire, deuxième astuce importante, c'est que à tout moment, vous pouvez vérifier si tout fonctionne correctement en cliquant sur l'aperçu. Là, vous avez un premier aperçu qui permet de vérifier si la question est bien configurée. Et en effet, ma question apparaît, les réponses possibles également, le tout est bien en français, donc je clique sur la petite croix. Attention, il y en a deux. On va prendre celui ici à hauteur du mot imprimé. Voilà, donc j'ai ma question. Et ici, souvent dans mes formations, je pose la question aux participants jusque-là, est-ce que c'était difficile? Et tout le monde me dit non, c'était très facile jusque-là. Et là, je dis OK, mais si je vous montre que on n'y est pas encore, il y a toutes ces options-là. Là, parfois, pour les nouveaux utilisateurs, je peux comprendre que c'est un peu beaucoup. En tout cas, ça a l'air. Mais
Je veux surtout vous rassurer, vous n'avez pas toujours besoin de toutes ces options-là. Elles peuvent servir dans certaines situations, mais très souvent les options par défaut fonctionnent également. Ici, je vais quand même prendre le temps pour vous expliquer certaines choses, pas tout, mais les principales options et leur intérêt. Là, je viens d'activer deux choses. Ce qui est sympa, c'est qu'on voit tout de suite en cliquant sur Aperçu ce qui se passe. Ici, j'ai les réponses possibles en deux colonnes et dans un ordre aléatoire pour chaque élève dans un autre ordre. Alors, il y a quoi d'autre comme option? Il y a une explication, elle est facultative. Je vais noter des choses ici qui ne seront pas tout de suite visibles pour l'élève, mais qui seront visibles par après. Pourquoi est-ce que Mars est la planète rouge? Pourquoi est-ce que ça c'est la bonne réponse? Ben, c'est parce que sa surface contient beaucoup de fer. Ok, je colle ici un texte que j'avais déjà préparé. Ok, voilà. Donc l'élève le verra après l'envoi des réponses, il obtient des informations supplémentaires. On peut mettre un indice. Par exemple, ça commence par un M. Je ne vais pas le faire ici. On peut ajouter un extrait audio. Et ce qui est sympa, c'est qu'on peut l'enregistrer directement dans BookWidgets. Pas besoin d'outils externes. Et pour les profs de langue, vous pouvez configurer un nombre maximal d'écoutes. Donc si les élèves n'ont droit qu'à 3 écoutes, vous mettez un 3 ici. Ils ne pourront pas écouter plus de 3 fois. On peut ajouter une image et puis important, les options de correction et de notation ici. Cette question vaut un point, ok, c'est assez logique, donc je vais garder comme ça. J'ajoute une deuxième question et on va pas faire que des QCM. J'aimerais faire un exercice où les élèves doivent relier des mots et des images. Et donc c'est notre question correspondance texte-image. La liste des types de questions est assez longue, donc sachez que il y a un filtre. Quand je cherche ici, par exemple, relier, je vais retrouver les types de questions qui font ce type d'activité hein, où il faut relier deux éléments. Ou je peux mettre image et je vais retrouver tous les types de questions basées sur les images. Donc je prends question de correspondance texte-image et je vais écrire relier les planètes et les photos. Ok, et je vais ajouter les paires. Je vais ajouter un premier paire, par exemple la Terre et une image de la Terre. J'ai plusieurs possibilités. Partout dans BookWidgets où vous ajoutez une image, vous avez plusieurs possibilités. Vous pouvez sélectionner une image récente, trouver une image en ligne, télécharger une image de votre ordinateur et ainsi de suite. Je vais prendre l'option trouver une image en ligne parce qu'il y a une banque d'images intégrée. Ici, on va chercher des images, pas besoin d'aller sur Google, mais par contre, si je mets Terre, je vais trouver de chouettes photos de l'Italie mais pas de la planète Terre parce que la banque d'images est internationale et donc il y a les Cinque Terre en Italie. On va chercher en anglais et là on va retrouver de meilleurs résultats. Donc là j'ai la planète Terre. Je vais faire pareil pour Mars. On va trouver une image en ligne pour Mars. Vous voyez que ça va vraiment vite, hein. J'ai pas besoin d'aller sur Google Images, télécharger une image, l'enregistrer quelque part et ainsi de suite. On va prendre Saturne. Voilà, trouver une image en ligne de Saturne. Ok. En plus, ces images sont libres de droit d'auteur. Vous voyez aussi que je ne dois pas faire les mauvaises combinaisons, hein. Je ne dois pas mettre Uranus et puis la photo de la planète Terre, parce que BookWidgets va mélanger automatiquement ces images. Ok, je peux ajouter un cinquième élément qui sera une piège. On va chercher une image de Pluton. Pluton, ce n'est plus une planète. Donc voilà, laquelle est vraiment Pluton.
C'est plutôt... Oui, c'est ça, hein. C'est bien ça. Ok, je prends l'aperçu et je vais voir que j'ai 4 planètes à gauche, 5 images à droite. Si les images sont un peu petites, sachez que les élèves peuvent toujours cliquer dessus pour les voir en plus grand. C'est peut-être intéressant de le noter dans la consigne. Voilà, ma deuxième question. Les options en dessous, je ne vous les présente plus parce que ce sont les mêmes que tout à l'heure. Sachez juste que en cliquant sur options de correction et de notation, le point que vous voyez ici, c'est un point par paire. Donc ici, ce sera un total de 4. Quand je clique d'ailleurs sur le mot question à gauche, vous voyez que j'ai un total de 5 et la deuxième question vaut 4 points. Je vais ajouter une nouvelle question. On va faire un texte à trop. J'ai pas le temps aujourd'hui de vous présenter les 35 ou 37 types de questions. Donc je vais essayer de vous donner des stratégies pour créer n'importe quel type de question. Donc on va faire un texte à trop. Compléter les mots dans le texte, c'est ma consigne. Et puis je vais ajouter un texte. Et j'ai déjà préparé un texte, donc je vais le copier-coller. Voilà. Et maintenant, quand vous mettez votre texte ici, vous vous demandez peut-être comment maintenant enlever des mots. Je vais enlever le mot soleil. Avant, quand je faisais ça dans Word pour l'imprimer, je faisais comme ça. Mais comment faire dans Book Widgets? Ben, pas comme ça. Donc je reviens en arrière. Il faut faire ce que vous dites toujours à vos élèves. Lisez bien la consigne. Ici en haut, j'ai une explication où on me dit ajouter un texte. Je l'ai fait. Mettez les parties qui doivent être masquées entre chevrons. Voilà. Donc je vais enlever le mot soleil en le mettant entre chevrons. Ok. Je vais enlever d'autres mots. Qu'est-ce qu'on peut encore enlever? Planète géante, pourquoi pas? Plus proche du Soleil. Ok. Peut-être encore un dernier mot. Oui, rocheuse. Et je vais prendre anneau aussi. Voilà. C'est déjà pas mal de mots à compléter. Je prends l'aperçu. Et effectivement, les élèves ont 5 mots à compléter. Attention, mon premier mot ici est écrit avec une majuscule. Qu'est-ce qui se passe si l'élève oublie la majuscule? C'est à vous de voir parce que c'est un paramètre. Ici, il y a l'option ignorer les majuscules qui est activée. Ça veut dire que sans la majuscule, c'est considéré également comme une bonne réponse. Si je le désactive, les élèves doivent respecter la majuscule comme moi je l'ai configuré ici. Autre cas de figure, c'est les 8 planètes. Ok. Là, il y a une autre réponse possible, c'est 8 en chiffres. Et vous voyez déjà comment je l'ai configuré. Avec les dièses, on peut avoir plusieurs réponses possibles. Comment le savoir? Ben, en cliquant sur le i, vous avez des informations supplémentaires. Donc souvent, quand il y a des choses un peu plus avancées ou quand vous êtes bloqué quelque part, il y a une infobulle, vous mettez le curseur de votre souris dessus et vous obtenez des informations supplémentaires qui vous permettront, dans la plupart des cas, de vous débrouiller et si jamais, vous pouvez à tout moment nous contacter. Voilà, j'ai 3 questions. Je vais encore ajouter une... non, je vais laisser comme ça, je vais respecter le timing. Et vous voyez qu'il y a encore pas mal de ressources, pas mal d'onglets à vous présenter. Ceux qui ont déjà travaillé avec beaucoup de Jets remarqueront peut-être qu'il y a plus d'onglets qu'auparavant. C'est normal parce que tout d'abord, les ressources, comme je l'avais indiqué, sont désormais disponibles dans tous les types de widgets. Donc je peux également ajouter des ressources ici et dans n'importe quel autre type de widget. Je ne vais pas le faire aujourd'hui, mais voilà, c'est tout à fait
logique et facile ici. Et puis d'autres options qui auparavant se trouvaient tous ou toutes dans l'onglet général ont maintenant été placées dans d'autres catégories parce que la liste d'options dans l'onglet général était devenue très longue. Il y avait une vingtaine d'options. C'était parfois même difficile de s'y retrouver. Aujourd'hui, c'est beaucoup plus logique et certaines options, si vous les cherchez maintenant et vous les trouvez plus, ben, regardez dans les autres onglets, vous allez les retrouver par là. Dans l'onglet général, il y a toujours pas mal d'options. Je vous rassure, encore une fois, vous n'avez pas toujours besoin de toutes ces options-là. Si vous êtes nouvel utilisateur, nouvelle utilisatrice, ben, vous allez découvrir au fur et à mesure et certaines choses ne vous concernent pas ou pas souvent. D'autres, oui. En tout cas, il y a une partie qui est toujours importante, c'est tout en haut, option de correction. Ici, vous avez deux options qui déterminent le comportement du widget après l'envoi par l'élève. Je m'explique. Imaginons qu'un élève a répondu à toutes les questions et à la première question, il a donné la mauvaise réponse. Il a dit que la Terre est la planète rouge. Imaginons que j'ai décoché la deuxième option, l'élève clique sur envoyer et juste après l'envoi, il va revenir sur ses questions et il va voir qu'il s'est trompé, qu'il a donné la mauvaise réponse. Mais il va pas voir quelle était la réponse attendue. Parce que peut-être qu'il aura une deuxième tentative ou parce que peut-être que vous allez en parler le lendemain en classe. Vous pouvez activer les deux. Là, il va voir que sa réponse était fausse et la réponse attendue est Mars. Vous pouvez tout aussi bien désactiver les deux si c'est un devoir ou une interro et vous renvoyez le feedback au moment que vous préférez. On peut parfaitement par après renvoyer ce feedback. Je passe à l'onglet suivant parce que les autres options sont un peu plus avancées. Je vous invite à jouer avec, à tester et cliquez sur aperçu. Vous verrez tout de suite ce qui se passe. L'onglet rapport, pas grand-chose à configurer ici. Il y a une option qui est importante, activer l'envoi des réponses. Cette option-là détermine que les élèves pourront envoyer leurs réponses. Si c'est désactivé, ils ne pourront pas envoyer les réponses et je pense que dans la plupart des cas, vous souhaitez recevoir justement les réponses. Dans l'onglet outils, on retrouve certaines options qui auparavant se trouvaient dans Général, notamment cette nouvelle fonctionnalité de surlignage qui se trouve dans la partie sélection de texte, surlignage et synthèse vocale, le vérificateur de l'orthographe, le clavier visuel, les blocs-notes et la calculatrice pour les profs de maths. D'autres options se trouvent désormais dans l'onglet Sécurité avec le mot de passe de démarrage notamment. Puis dans l'onglet langue, on peut changer la langue du widget, pas du contenu, mais des boutons et des boîtes de dialogue. Si vous êtes prof d'anglais, vous pouvez mettre le tout en anglais. Et le design, il y a certaines options qui se trouvent ici, mais la plupart des options se trouvent dans l'aperçu. Il y a là aussi un onglet design où vous pouvez changer à la mise en page. Je ne vais pas vous présenter en détail toutes les options de mise en page. On a déjà fait un webinaire à ce sujet. Vous le trouverez sur notre chaîne YouTube ou sur la page webinaire sur notre site web. Donc voilà, mon exercice est prêt. Je vais le partager avec mes élèves dans Google Classroom. Donc je clique sur le mot partager en haut. Et là, il va me proposer certaines choses. Il fait d'abord un traitement. Voilà, je vais le partager dans Google Classroom. Je sélectionne ma classe. Moi, je n'ai qu'une seule classe. Ajouter comme add-on, ça c'est si vous avez une version payante de Google Classroom. Il y a la fonctionnalité add-on ou en français c'est les modules complémentaires. Donc c'est une autre façon de partager, mais ça revient à la même chose. Si vous n'avez pas une version payante, ça se passe tout aussi bien parce que vous avez installé l'extension Chrome. Ok, ce qui est important ici, c'est la date limite.
Par exemple, je vais dire mardi 1er septembre à 14 heures. Vous pouvez écrire des instructions et puis l'envoyer à Google Classroom, c'est-à-dire le publier directement pour tous les élèves. Ou bien vous l'enregistrez d'abord en tant que brouillon. Vous allez le retrouver par après dans Classroom parmi les brouillons. Et là, l'avantage, c'est qu'on pourra le publier par après pour une sélection d'élèves, pas pour toute la classe. Donc, c'est possible en l'enregistrant comme brouillon. Moi, je vais le publier pour tous mes élèves. J'en ai pas beaucoup de toute façon dans ma classe test. Donc voilà, c'est fait. Vous n'avez pas directement de confirmation ici, mais vous pouvez fermer la fenêtre. Et normalement, quand je vais rafraîchir la page, on va retrouver ce travail sur les planètes avec comme date limite le 1er septembre à 14 heures. Je prends maintenant un compte élève pour vous montrer le côté élève. Ce même élève sur sa page d'accueil va déjà retrouver une activité à rendre bientôt. Et également, quand l'élève va dans ce cours, non, c'était pas géographie, c'était formation book widgets. Là aussi, ça s'affiche à gauche. Ça s'affiche dans le flux ici sur la page d'accueil. Et ça s'affiche dans l'onglet travaux et devoirs. Donc les élèves peuvent pas dire qu'ils n'ont pas vu. Ça s'affiche à au moins 4 endroits différents. Donc voilà. L'élève clique sur l'exercice et va pouvoir faire compléter l'exercice. À droite, avertissement, votre progression dans cette activité sera partagée avec votre professeur. Ça veut dire que la fonction live est active. Et je vais vous le montrer. Je vais mettre à gauche l'élève et on va prendre la vue du prof à droite. Donc voilà, je fais mon écran en deux. À droite, on a le prof, à gauche, l'élève. Et le prof peut cliquer sur l'icône de l'extension et il y a ici une option Live Widgets. Et là, l'enseignant va voir normalement que mon élève Émile a commencé l'exercice, mais qui n'a pas encore répondu à une des questions. Je vais commencer à compléter certaines réponses. Voilà, je vais devoir agrandir encore un tout petit peu pour avoir l'aperçu des questions. Vous n'avez pas ce problème-là hein, parce que vous ne mettez pas l'élève à côté du prof sur un écran. Je vais faire un changement du pourcentage de zoom et là, ça sera plus clair. Voilà, c'est un peu petit, mais comme ça, vous avez quand même un aperçu. Donc l'élève, comme le prof peut le voir, a déjà répondu aux deux premières questions. Malheureusement, la première question, c'était faux. La deuxième, il a trouvé 1 sur 4 bonnes réponses. Pour la première question, l'élève change d'avis et le prof va le voir tout de suite ici à droite. En tout cas, s'il prend la bonne réponse, le prof va le voir tout de suite à droite. Donc c'est vraiment du direct. Je vais pas donner que des bonnes réponses, sinon on n'aura rien à corriger tout à l'heure. Donc voilà, 2 sur 4. Et puis notre système solaire est composé du Soleil sans majuscule, donc ce sera faux. Souvenez-vous du paramètre qu'on a fait choisi. 8 en chiffres ou en toutes lettres, les deux devraient être corrects. Les 4 planètes les plus proches, ce sont des planètes, est-ce que c'était géante? Je ne sais plus. Ok, mais je vais faire une faute d'orthographe. La plus éloignée ou la plus proche, je vais me tromper. Éloignée. Ok, ce sont des planètes, aucune idée. Et c'est magnifique anneau avec une orthographe un peu créative. Voilà, je vais envoyer mes réponses en tant qu'élève. En tant que prof, on peut d'ailleurs aussi cliquer sur le nom de l'élève. Et ici, vous voyez la fonction live, mais vous ne voyez pas encore la vraie richesse. Imaginez-vous que vous avez 20 élèves qui travaillent tous en même temps sur l'exercice et que vous avez un exercice non pas avec 3 questions, mais avec 15 questions. Vous allez tout de suite voir que après 5 minutes, il y a certains élèves qui sont à la 13e, à la 14e question, alors que d'autres sont sur la question 3 ou 4, et que certains ont beaucoup de rouge, alors que d'autres ont tout bon. Donc ça permet d'intervenir, de différencier, ainsi de suite, hein. Donc ça, c'est la vraie richesse. En plus, vous voyez un élève qui est un peu long ou qui fait beaucoup d'erreurs, on peut cliquer sur le nom de l'élève
et on va voir en direct ce que cet élève répond parce que si je change ma réponse pour la première question, vous allez tout de suite le voir ici à droite dans la fonction live. Voilà. Euh, bon, je vais renvoyer ou envoyer mes réponses en tant qu'élève. À gauche, en tant qu'élève, on va voir que, ok, la première réponse était correcte et j'ai l'explication. Je vois pourquoi Mars est appelée la planète rouge. Je vois ici ce qui était bon, ce qui n'était pas bon. Je vois la réponse attendue. Et pareil pour le texte à trous, je le vois en dessous. Côté prof, on voit une enveloppe qui confirme que l'élève a envoyé ses réponses. Parfois, vous avez des élèves qui répondent bien à toutes les questions et puis qui oublient d'envoyer leurs réponses. Dans ce cas-là, on peut sélectionner les élèves et soumettre les réponses actuelles de ces élèves à leur place. Bon, je reprends, oui, côté élève, c'est tout bon. Je peux fermer beaucoup de widgets et quand je vois le travail, il indique déjà à droite remis. Côté enseignant, je reprends Google Classroom, je remets mon zoom à 100% et je prends ce même travail. Je vais voir que parmi les trois élèves, il y en a un qui l'a déjà remis. Quand je prends le bouton Évaluer le travail, je tombe directement sur le premier élève. M'indique déjà 4 sur 11. L'aperçu n'est pas tout de suite disponible. Il faut cliquer sur le bouton bleu. Et là, je retrouve la copie de l'élève avec la première question qui était parfaite, hein, plus grand-chose à ajouter, le 1 sur 1 qui est là. Je peux écrire un commentaire, je peux même enregistrer un commentaire audio directement ici. C'est intéressant, encore une fois, pour les cours de langue. La deuxième question est également corrigée automatiquement, pas grand-chose à rajouter, hein, 2 sur 4, ça me paraît assez logique. Ici, dans le texte à trous, là par contre, on va peut-être changer certaines choses. Soleil sans la majuscule, bah, peut-être qu'on va considérer comme une bonne réponse également. Ici, anneau, bah, c'est une orthographe très créative, mais c'est peut-être un élève qui souffre de dyslexie. Donc là aussi, je pourrais considérer comme une bonne réponse. Voilà, vous voyez que les points s'adaptent automatiquement. On peut aussi dire non, je ne vais pas donner un point entier, mais je vais donner ou enlever en demi-point. Voilà, donc on peut rajouter des points, mais on peut aussi enlever des points parce qu'ici j'ai peut-être vu que l'élève a regardé l'écran de son voisin, donc je vais enlever des points, c'est possible également. Ça, c'est assez simple, les textes à trous. Si vous avez une question ouverte, surtout pour les cours de langue. Si vous avez ce genre d'erreur, ben, on peut mettre une remarque, on peut sélectionner le mot. Si je dis question ouverte, mais vous voyez que ça fonctionne aussi dans le texte à trous, dans tous les types de questions où les élèves doivent écrire quelque chose. Vous pouvez mettre des commentaires. Donc, je vais écrire attention à l'orthographe. Voilà. Mais si j'ai beaucoup de fautes d'orthographe, beaucoup d'élèves qui font des fautes d'orthographe, ça prendra beaucoup de temps. Donc il y a une autre solution. Imaginons que vous avez reçu une réponse longue à une question ouverte. Ben, on peut aller chercher des erreurs, les sélectionner et cliquer sur la troisième petite icône. Ce sont les étiquettes de correction. Et moi ici j'ai G pour grammaire, O pour orthographe, S pour syntaxe, ST pour style, et ainsi de suite, hein. Vous pouvez vous-même créer votre propre liste d'étiquettes ici en cliquant sur les trois petits points et vous pouvez alors tout simplement euh, indiquer ces types d'erreurs et vous avez en résumé en haut, vous verrez cet élève a fait 4 fautes d'orthographe, 2 fautes de vocabulaire et ainsi de suite. On peut d'ailleurs écrire un commentaire global ici. Une fois qu'on a corrigé le tout et ajouté nos remarques, ben, on va le renvoyer aux élèves, hein, en cliquant sur la flèche. Je peux retourner le travail. Attention, il y a deux flèches. Prenez la première parce que la deuxième, c'est pour renvoyer par email. Mais c'est beaucoup plus intéressant de le renvoyer dans Google Classroom parce que, entre autres, vous avez ces options supplémentaires. Vous êtes en train de corriger à 11 heures du soir. Vous ne voulez pas renvoyer à ce moment-là. Donc, vous planifiez le retour
le lendemain à 8 heures. C'est tout à fait possible. Et vous pouvez aussi configurer que les élèves ont accès à ce correctif, pas à l'infini, mais pour un certain temps seulement. Donc de récupérer ce correctif dans une semaine, par exemple. Encore une fois, vous avez les infobules avec des informations supplémentaires qui s'affichent quand vous mettez le curseur dessus. Aujourd'hui, je n'utilise pas ces deux options. Je vais tout simplement retourner le travail à l'élève. Voilà. Je regarde ici. OK, ça a été retourné. Dans Google Classroom, il faut encore rendre. Attention, bon à savoir, c'est que la note s'est synchronisée automatiquement. Avant, l'élève avait, je crois, 4 sur 11. Maintenant, c'est 6 sur 11. Donc ça, c'est la magie de l'intégration. Ça se synchronise automatiquement. Il faut plus rien faire. Ça se fait automatiquement. Je peux encore écrire un commentaire et puis je vais rendre ce travail à cet élève. Voilà. Et quand je prends ici la partie notes, les notes de cet élève se trouvent également ici. Ça se fait encore une fois tout à fait automatiquement et j'ai le lien vers le travail. Donc si je me demande pourquoi, dans 2 mois, je me demande pourquoi tel élève avait une si mauvaise note sur ce travail, je clique dessus et je retrouve tout de suite le travail de l'élève ici. J'ai fait le tour de la création de l'exercice dans Google Classroom, bien sûr, en passant par le partage avec le live et puis la correction et le renvoi. Mais il y a une partie que je ne vous ai pas encore présentée, c'est la partie Mes groupes. Ici, vous pouvez retrouver des groupes pour vos matières. Il y a une fonction de recherche. Si vous cherchez par exemple sciences, il y a un groupe qui s'appelle Sciences Partage de ressources où on va retrouver des ressources créées par d'autres enseignants. Par exemple, en physique, on va regarder, il y a une activité, bah, il y en a déjà plusieurs. Sur la densité, on va regarder ici également une chouette activité sur le mouvement à 2 dimensions. C'est le même exemple que je vous ai présenté tout à l'heure. Il se trouve également dans ce groupe. Donc je vais prendre autre chose. On va regarder, il y a quoi d'autre? Travail, énergie, puissance, c'est encore vide. Euh, on va regarder celui-là. OK. Si vous voulez utiliser cet exercice-là, ben, vous pouvez cliquer sur le mot choisir. Là, vous allez le publier dans Google Classroom pour vos élèves, mais vous allez le publier tel quel. Dans la plupart des cas, il y a toujours quelque chose qu'on veut changer, que ce soit la mise en page, une question ou un paramètre. Donc, je vous conseille de dupliquer cet exercice. Vous le dupliquez dans mes widgets ou ailleurs, et ensuite vous aurez votre propre version que vous pouvez modifier. Donc, il y a ce groupe de sciences, il y a un groupe mathématiques, partage de ressources, il y a un groupe langue moderne Belgique. Il y a aussi pour de, les profs d'anglais un groupe Teaching English et ainsi de suite. Ok, alors, dernière chose à vous présenter, c'est l'intégration IA. Donc, je vais créer un widget, mais maintenant, je ne vais plus le créer manuellement. Je vais créer une feuille de travail. Et vous avez déjà remarqué que par certains endroits, j'ai des baguettes magiques. Ici, j'ai aussi les 3 petits points qui me donnent l'assistant IA à disposition. Et je peux formuler en prompt, par exemple, créer 5 questions sur les planètes pour des élèves de 14 ans ou d'une certaine année, un certain niveau. Euh, Ok, utiliser différents types de questions parce que je veux pas que des QCM, bien sûr. Je vais envoyer mon prompt. L'IA, l'assistant IA va maintenant générer une proposition et puis c'est à moi d'ajuster ou d'accepter cette proposition. Alors il me dit ici qu'il veut faire un QCM, ok, il veut faire un appariement de texte.
associer des planètes à une caractéristique unique, pourquoi pas. Un texte à trous, une question où les élèves doivent mettre les planètes dans le bon ordre, et encore une réponse, une question à réponse courte. Bah, ça me paraît très bien. Sinon, je peux ajouter ici un commentaire, mais là, je vais approuver le plan. J'aurai encore une étape intermédiaire. Il va me générer la question, mais j'ai encore la possibilité, encore une fois, de donner du feedback, de dire qu'il doit encore ajouter certaines choses ou pas. Mais ce qui est toujours sympa, c'est ce que l'IA fait souvent. Il me génère non seulement une question et une bonne réponse, il me donne aussi une explication. Vous avez déjà vu l'utilité de l'explication. Bah, ici, il le fait lui-même. Il explique pourquoi Saturne possède un système à anneaux. Ici, vous voyez un tableau, mais ce n'est pas un tableau à compléter. C'est l'exercice d'appariement. Un texte à trous. Parfois, l'explication n'ajoute pas grand-chose, donc on peut le désactiver. Des mots ou des phrases à mettre dans le bon ordre, et ainsi de suite. Je vais ajouter les questions sélectionnées et je peux toujours encore les modifier. Mais quand je prends l'aperçu, j'ai la preuve que avec cette IA, on peut créer un quiz en moins d'une minute sur un thème comme celui-ci. Et d'ailleurs ici, j'ai créé un quiz sur un thème que j'ai choisi moi-même, mais vous pouvez tout aussi bien ajouter un document d'origine, une partie de votre syllabus ou un texte, un document Word ou PDF, vous pouvez l'ajouter ici et demander à l'IA de se baser sur ces éléments-là. Voilà, peut-être dernier exemple, ajoute une question avec des images. Et d'ailleurs, cette IA fonctionne dans tous les widgets et dans tout, pour quasiment tous les types de questions. Je vais même pas lire, je vais voir ce qu'il me propose. Et ici, donc, comme l'IA a besoin d'images, il va lui-même chercher des images, mais il me demande à moi de le confirmer. Donc pour la planète Terre, il a trouvé ça, c'est OK. Pour Mars, idem. Pour Jupiter, idem. Et pour Neptune, si je préfère celle-là, je vais prendre celle-là. Voilà, et je clique sur OK. Et puis il va télécharger toutes ces images et créer une nouvelle question. C'est toujours un prototype à ce stade, donc il peut y avoir des bugs, il peut y avoir encore certaines choses en anglais, mais ça fonctionne déjà très très bien comme vous le voyez. Ok, je vais ajouter à la question. Il m'ajoute les images, je prends l'aperçu et j'ai une question supplémentaire. Je vais m'arrêter là. Merci d'avoir suivi ce webinaire.